La loi du plomb est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Ce sont les mots de la pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale par une étudiante de 23 ans et qui a explosé tous les records. En plein milieu de l'été, elle suscite une mobilisation sans précédent et pourrait bien atteindre les 2 millions de signatures. Ce succès met en lumière la façon dont cette loi cristallise les inquiétudes environnementales et sanitaires. Le gouvernement ne pourra pas ignorer qu'il y a une réaction populaire à ce texte. Les députés vont-ils revoir leur position sur la désormais célèbre loi du plomb ? De plus en plus de personnes font le lien entre le système agro-industriel, leur alimentation, les pesticides et l'augmentation de cancers et de maladies dans leur entourage. Et c'est un fait. La France est l'un des pays qui utilise le plus de pesticides au monde. Ces substances, largement répandues dans l'environnement, ont un impact direct non seulement sur la biodiversité, mais aussi sur la santé humaine. Et tout ceci est prouvé scientifiquement. Ce que l'on voit de plus en plus dans tous nos cabinets médicaux, c'est une augmentation des maladies chroniques, c'est-à-dire les cancers, qui touchent de plus en plus de personnes jeunes, en dessous de 50 ans. La France a le triste record mondial des cancers du sein. On voit de plus en plus de maladies métaboliques, on voit de plus en plus de troubles neurodégénératifs. Et toutes ces pathologies ont été mises en lien par l'INSERM avec l'exposition aux pesticides. Ça ne signifie pas que les pesticides sont les seules causes de ces maladies. Oui. Ça veut dire que les pesticides font partie de l'exposome. La loi du plomb prévoit notamment de réintroduire les néonicotinoïdes interdits en France depuis 2020. Au cœur de la polémique, l'acétamipride, un pesticide tueur d'insectes pollinisateurs mais aussi suspecté d'être toxique pour le développement du cerveau humain et qui pourrait être responsable de cas de cancer du sein. Le doute, en l'occurrence, n'est pas raisonnable. En l'occurrence, il y a quand même des dizaines de travaux qui montrent que l'acétamipride est toxique. La loi du plomb recrée un lien entre santé et environnement. Pour le président du directoire de la Fondation pour la recherche médicale, elle illustre cette tendance à céder au court terme au risque de fabriquer les cancers et les maladies chroniques qui se révéleront dans 30 ans. Malgré les dizaines de tribunes d'alerte, de médecins, de scientifiques, de sociétés savantes, d'associations de patients contre la loi du plomb, le texte a été voté sans réel débat démocratique. C'est donc en réalité une question plus large encore qui secoue la société française, celle de l'état de notre démocratie, de la capacité des politiques à prendre en compte les faits scientifiques et la volonté des citoyennes et citoyens d'avoir leur mot à dire sur leur avenir. Il s'agit de ne plus pouvoir échapper à l'empoisonnement. Et c'est ça qu'on est en train de dire au gouvernement, en disant on ne peut plus protéger les intérêts d'industriels ultra privilégiés, parce que là, l'heure est vraiment grave. Alors, que raconte la mobilisation contre la loi du plomb ? Quels sont les effets des pesticides sur la santé humaine et comment sortir de ce qui semble être une impasse ? Réponse dans cet entretien Blast avec Fleur Breteau, fondatrice du collectif Cancer Colère, et Pierre Sugeaubert, chercheur et initiateur de la Tribune. L'adoption de la loi du plomb représenterait un recul majeur pour la santé publique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors Pierre Sugeaubert, vous êtes professeur d'hématologie aux Hospices civils de Lyon et à l'université Claude Bernard à Lyon aussi. Vous êtes chercheur au Centre international de recherche en infectiologie, chercheur à l'INSERM, mais aussi au CNRS. Et vous êtes l'auteur de la tribune sortie dans Le Monde le 25 juin 2025, intitulée « L'adoption de la loi du plomb représenterait un recul majeur pour la santé publique » et signée par 22 sociétés savantes médicales, 15 associations de patients, 3 collectifs en santé et 7 institutions scientifiques, dont notamment parmi tous ces noms la Ligue nationale contre le cancer ou encore la Société française de neurologie. Fleur Breteau, vous avez fait des études de lettres et de cinéma, vous avez notamment travaillé dans la communication et la publicité et vous avez lancé une marque de vêtements éthiques et vous êtes fondatrice du collectif Cancer Colère que vous avez créé après l'adoption de la proposition de loi du plomb par les sénateurs en janvier 2025. Le but de ce collectif, c'est de politiser le cancer, maladie dont vous souffrez pour la 2e fois. Vous vous êtes aussi mobilisé justement contre la loi du plomb et vous êtes devenu un des nouveaux visages du combat contre les pesticides. Vous étiez d'ailleurs à l'Assemblée nationale au moment du vote de la loi du plomb et vous avez crié à l'attention de la droite, de l'extrême droite et du bloc présidentiel qui ont en grande majorité voté ce texte. Vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir. Certains vous ont hué, d'autres ont ri alors que vous étiez applaudi plutôt par les députés de gauche. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment et plus généralement l'adoption de la loi du plomb ? En assistant à la séance à l'Assemblée nationale, j'ai été très choquée par le niveau des prises de parole.
des représentants de l'extrême droite et de la droite et de la ministre de l'Agriculture, le niveau de mensonges et de contre-vérité. Nos agriculteurs ne demandent pas de passe-droit, mais l'équité. Ils ne veulent plus subir des distorsions de concurrence issues de surtranspositions nationales injustifiées. Toutes les données dont nous disposons sur la démographie des abeilles montrent que l'interdiction totale des néonicotinoïdes, tout comme leur introduction temporaire dans la filière betteravière, ont eu un impact négligeable, si ce n'est inexistant. Mes chers collègues, ce texte est une réponse claire pour permettre à nos agriculteurs d'exercer leur métier dans des conditions dignes et durables. Et ça m'a beaucoup choquée parce qu'il s'agissait quand même de discuter d'une loi qui allait... Enfin, le vote de cette loi allait être un détonateur et déclencher des milliers de malades. Et j'ai été vraiment choquée en assistant à ces prises de parole et très lucide. On a compris très vite que le vote allait... que la loi allait être adoptée. Et je me suis dit, étant visiteuse, je n'avais pas le droit de prendre la parole. Et j'ai décidé, comme j'étais la seule à avoir la tête du cancer, j'ai décidé que c'était à la société civile de conclure ce vote. Et c'est pour ça que j'ai pris la parole. Pour moi, ça aurait été une erreur de ne pas le faire. Pierre Sugeaubert, même question. Qu'est-ce que vous avez ressenti et pensé au moment de l'adoption de la loi du plomb à l'Assemblée nationale ? Donc nous, on s'est exprimé en tant que médecins et scientifiques sur l'impact des pesticides sur la santé. Quand on a vu la loi du plomb qui se préparait, on a estimé que c'était important d'intervenir dans le débat public pour expliquer, notamment aux parlementaires, quels étaient les effets des pesticides sur la santé. En France, il y a beaucoup de données là-dessus. L'INSERM a produit un rapport qui est très important, qui analyse plus de 5000 articles scientifiques, qui décortiquent ces liens des pesticides avec la santé. Et c'est pas forcément facile de lire un rapport de l'INSERM, donc on a jugé que c'était important d'alerter les parlementaires par cette tribune dans le monde et en leur envoyant aussi à certains groupes directement le texte de cette tribune. Malgré ça, on a vu le processus parlementaire qui s'est déroulé de manière anormale, je pense. La motion de rejet préalable à l'Assemblée nationale qui a coupé court à tout débat. On peut considérer que c'était une façon de faire obstruction au droit d'amendement qui est un droit constitutionnel. Et on a vu, sans surprise, mais quand même avec tristesse, le vote de cette loi définitive par l'Assemblée nationale le 8 juillet. Mais avant, il y avait eu la mobilisation contre cette loi. Et ça a été aussi un motif d'espoir de se dire qu'il y avait des associations de patients qui s'investissaient dans le terrain politique. Et je pense que ça, c'est utile, que les collectifs de soignants, de scientifiques prenaient la parole publiquement. Pour nous, c'est pas facile de nous exprimer sur le terrain politique. Notre parole de scientifique, elle est extrêmement surveillée, c'est normal. Et on se doit de tenir un discours de vérité. Et dans la sphère politique, la vérité n'est pas toujours le juge des débats. Et donc, on a vu cette coalition, en quelque sorte, de fait, d'intérêts divers de la population, et qui est source d'espoir, et qui a été confirmée par cette pétition au succès fabuleux qu'on a vu ce week-end, enfin en tout cas qui a dépassé tous les records ce week-end. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Cancer Colère avait écrit pendant plusieurs semaines à tous les parlementaires en les informant des chiffres de l'épidémie de cancer qui ont été publiés par Santé publique France en début d'année et qui sont très alarmants. Et on les a appelés, on les a contactés et on les a alertés en leur disant « Attention, votre vote le 8 juillet sera très important parce qu'il vous positionnera comme allié ou pas du cancer. » Donc c'est aussi pour ça qu'on a pris la parole. Et l'idée, c'est que on veut aussi casser ce mantra qui est on guérit du cancer. Guérir du cancer, c'est pas chose simple. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qui est très choquant, c'est de voir que des politiques peuvent prendre avec autant de mépris et de légèreté la maladie qui touche maintenant malheureusement beaucoup les enfants et les jeunes de 15 à 39 ans. Donc il s'agit aussi d'une responsabilité de la société civile maintenant, et c'est aussi pour ça que le collectif Cancer Colère s'est exprimé ce jour-là, et que nous on arrive avec une parole de malades et d'ex-malades qui jusqu'à présent n'était pas audible dans le débat public. Et ça change un petit peu la donne aussi.
Oui, et d'ailleurs, justement, pour rejoindre ce que vous disiez sur la communauté scientifique, on a vu des instituts comme l'Institut d'écologie et d'environnement du CNRS sortir de leurs réserves, ce qui est assez inédit. Cet institut a déclaré juste après le vote regretter profondément l'adoption de cette loi à la vision court-termiste et ses conséquences graves sur l'environnement qui méprise santé et bien-être de la population, ainsi que le rôle des espèces sauvages dans la production agricole. Et en ajoutant, la communauté scientifique n'a pas été entendue. Avant d'en venir au détail, justement, parce que c'est le but de cet entretien aussi, c'est de prendre un peu de hauteur sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette loi du plomb, pour vous ? En fait, quand il s'agit de domaines dans lesquels il y a des intérêts économiques très importants, comme celui des pesticides, par exemple, comme celui du tabac un petit peu avant, enfin encore maintenant, mais avant, les industriels qui vivent du commerce de ces substances ont pris l'habitude de produire ce qu'on appelle du doute, c'est-à-dire ils créent en fait l'impression que les connaissances scientifiques ne sont pas suffisamment solides, que les scientifiques hésitent encore sur les conclusions, etc. Les scientifiques, notre travail, c'est d'approcher le plus possible la vérité. Pour ça, on a des méthodes expérimentales, on a des méthodes dans notre façon de travailler. Nos travaux sont toujours évalués par des pairs qui ne nous connaissent pas et qui nous adressent des critiques extrêmement sévères, qui nous obligent à améliorer le niveau de preuve, etc. Et on sait que la science ne produit jamais une connaissance définitive, mais approche toujours un peu plus de la vérité. En face de ça, on a des groupes d'intérêt dont le but est de prolonger la période dans laquelle ils pourront vendre leurs substances. Et ces groupes, ils ne sont pas là pour produire de la vérité, ils sont là pour produire de la valeur à partir de substances, et quand bien même elles seraient toxiques pour la santé publique. Et l'adoption de la loi du plomb, en fait, est, à mon sens, paradigmatique d'une décision politique qui entend plus les lobbies que les scientifiques. Et j'en veux pas forcément aux parlementaires, parce que peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de l'influence à laquelle ils sont soumis. Le Sénat a récemment condamné Fiteis pour avoir exercé du lobbying qui ne respectait pas les règles élémentaires du lobbying. Donc les sénateurs, les parlementaires sont probablement sous la pression de ces lobbies et n'ont pas réussi à entendre les messages qu'on leur faisait parvenir, nous, scientifiques. Donc il y a un vrai enjeu démocratique, que ce soit pour les pesticides, mais que ce soit pour le réchauffement climatique, pour l'exposition des enfants aux écrans, etc., etc. Il y a un vrai enjeu à défendre la place de la science qui est peut-être imparfaite, mais elle est l'élément de base pour produire des vérités sur laquelle on peut fonder une communauté politique qui s'entend sur des réalités, des faits, à partir desquels des choix, des opinions, des valeurs peuvent s'exprimer. Mais les faits, il faut quand même qu'on arrive à se mettre d'accord dessus. Et on voit aux États-Unis ce qui se passe quand on tourne objectivement le dos à l'importance des faits, de la réalité, de la vérité. Et c'est ce qu'on entend et ce qui est dénoncé beaucoup ces derniers temps. C'est le fait que le gouvernement français se détache de plus en plus de la réalité écologique pour prendre des décisions publiques qui sont censées garantir l'intérêt général. Et le paradoxe, d'une certaine manière, c'est aussi que ces lobbies phytosanitaires dont vous parlez, donc qui produisent les pesticides, sont aussi bien souvent ceux qui produisent les médicaments qui parfois vont soigner les impacts de les maladies qui sont causées par ces mêmes pesticides. Alors, moi, je veux vous dire, c'est un des déclencheurs de la naissance de cancer colaire. C'est quand j'ai appris que Bayer-Monsanto ou BASF fabriquait à la fois des pesticides, des produits phytosanitaires et des traitements contre le cancer. Et quand j'ai fait des recherches et que je me suis rendu compte que Bayer-Monsanto finançait un grand campus cancer aux États-Unis, je me suis dit, mais nous, depuis que je suis petite, on me dit qu'on ne peut pas gagner le beurre et l'argent du beurre. Mais il y a des industriels qui le font. Et il me semble que c'est un conflit d'intérêts majeur dont on ne parle pas. Quand j'en parle autour de moi, les gens ne sont pas informés. Les journalistes n'étaient pas informés de ce fait. Et je pense qu'il y a quand même un énorme problème de conflit d'intérêts qui fait qu'on ne peut pas préserver la santé publique en France si des entreprises ont des pratiques aussi douteuses. Par ailleurs, quand même, BASF a été pris la main dans le sac de fabriquer des pesticides interdits en Union européenne sur le sol français pour les exporter, notamment au Brésil, sachant que ces produits-là, on les retrouve après en France via des tourteaux de soja pour nourrir les animaux d'élevage, donc d'élevage notamment industriel. Et il y a un problème de pratique illégale dans l'agrochimie qu'il va falloir aussi dénoncer si on veut préserver la santé publique en France.
Moi, juste à ce sujet, que les industries qui produisent des médicaments soient aussi celles qui sont capables de produire des pesticides, c'est le fait, c'est un fait. Je ne pense pas, en tout cas je n'ose pas imaginer que ce soit un cynisme ou quelque chose comme ça. Je pense que les compétences pour développer une molécule à usage humain ou à usage phytosanitaire sont relativement similaires. Il faut des chimistes qui ont le même type de compétences. Le type d'investigation expérimentale pour les développer sont relativement proches. Et donc, c'est un socle de capacité d'élaboration et de production qui, après, ont deux usages différents. Oui. C'est juste pour dire que on peut arriver à cette solution. Je suis d'accord, mais il y a un gros problème d'autorisation de mise sur le marché des pesticides, puisque c'est très, très mal encadré. Pour qu'un pesticide soit autorisé sur le marché en Union européenne, ce sont les agrochimistes eux-mêmes, les multinationales, qui produisent les études d'impact. Oui, on en avait parlé ici avec donc voilà, donc, sur place. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème d'encadrement juridique et effectivement, on est dans un moment où on peut quand même avoir un problème de confiance quant à cette industrie. Alors, pour revenir justement un peu plus précisément sur la loi du plomb, vous le disiez tout à l'heure, il y a une large mobilisation citoyenne qui a émergé avant l'adoption de cette loi, mais aussi après, au moment où nous tournons cette vidéo, la pétition qui a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale par Éléonore Pattery, étudiante de 23 ans, a recueilli plus de 1,6 million de signatures, ce qui est du jamais vu. Dans son texte, elle écrit notamment « La loi du plomb représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire et le bon sens ». Et elle cite la loi constitutionnelle de 2005 qui stipule que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Pour beaucoup, en fait, cette loi du plomb, elle est un peu la goutte de trop. Elle cristallise une révolte, une colère qui est exprimée là par cette étudiante qui ajoute d'ailleurs « Nous sommes ce que nous mangeons et vous voulez nous faire manger quoi ? Du poison ». Avant d'en venir à la question de l'acétamipride, ce néonicotinoïde qui est réintroduit par la loi du plomb, Pierre Sujobert, est-ce que vous pouvez expliquer quels sont les effets avérés des pesticides sur la santé humaine et qui sont les personnes les plus touchées aujourd'hui? Donc, en fait, il faut lire le rapport de l'INSERM, mais je peux vous expliquer un peu les grandes lignes. Déjà, les pesticides, c'est toute une famille de molécules. Il y a plus de 200 molécules, ou 400 qui sont... Bref, il y a énormément de molécules qui sont utilisées dans les champs en France actuellement. Et ils n'ont pas tous les mêmes toxicités, le même type de profil de dangerosité, etc. Mais l'INSERM reconnaît une présomption forte, c'est comme ça que l'INSERM s'exprime, de lien entre l'exposition aux pesticides et les cancers de la prostate, les lymphomes, les myélomes, certaines leucémies, certaines tumeurs cérébrales de l'enfant, une présomption forte d'association avec la maladie de Parkinson, avec des troubles cognitifs, avec le développement neurologique des enfants, avec des maladies de la thyroïde, avec la bronchopneumopathie chronique obstructive, donc des problèmes pulmonaires qui peuvent être très graves. Et puis, au-delà de ces présomptions fortes, il y a des présomptions plus faibles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas avérées, ça veut dire que le niveau de preuve n'est pas suffisant pour que l'INSERM affirme que c'est un niveau de preuve élevé, avec toute une série de maladies dont sont victimes en premier lieu les agriculteurs, les familles des agriculteurs, leurs enfants. Donc cette loi a une forme de cynisme à vouloir prendre soin des agriculteurs en leur laissant la possibilité de continuer à s'empoisonner avec ces produits. Les riverains des agriculteurs qui sont exposés quand un agriculteur épand dans son champ, et la population générale, parce que les pesticides se retrouvent dans l'eau de boisson, se retrouvent dans les nappes phréatiques, dans les poussières qui sont dans nos maisons. Et en fait, on trouve des résidus de pesticides dans les urines de tous les Français quasiment. Donc c'est un sujet qui concerne en premier lieu les agriculteurs, en deuxième lieu les personnes qui vivent à la campagne, mais en fait qui concerne toute la population. Et je pense que le 1,5 million de personnes qui ont déjà voté la pétition traduit en fait le fait que ces agents concerne beaucoup plus que l'agriculture, ça concerne la santé, donc ça concerne tout le monde. Oui, et que de plus en plus de personnes ont autour d'elles en fait des gens qui souffrent du cancer ou de plus en plus de personnes ont elles-mêmes d'ailleurs déjà dû surmonter un cancer. Fleur Breteau, le 27 mai 2025, vous avez pris la parole lors d'une manifestation contre la loi du plomb pour appeler les malades, ex-malades et futurs malades à unir leurs énergies, leur colère pour visibiliser les causes structurelles du cancer, les pesticides et les inégalités sociales. Vous me l'avez dit quand je vous ai appelé avant cet entretien, on incarne les conséquences d'un système qui ne fonctionne plus, qui est en roue libre. C'est en réalité contre les pesticides de façon générale que vous vous battez et finalement contre un système avec Cancer Colère. Absolument. La loi du plomb, c'est un détonateur. Enfin,
tout se concentre autour de la loi du plomb, mais le problème est bien plus large. Les dernières informations que j'ai, c'est qu'il y a 296 molécules actives de pesticides qui circulent en France dans l'agriculture. Elles sont de plus en plus puissantes, ces molécules. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'être de moins en moins dosées pour avoir des ravages de plus en plus importants. On en retrouve partout. Il y a eu des bombes sanitaires cette année. Les eaux de Nestlé, le cadmium, la population française est contaminée au cadmium dans des proportions importantes. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas être contaminé à notre insu? En fait, ça n'est plus possible. Et c'est ça qui mobilise les gens autour de Cancer Colère. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. On a reçu des centaines, des milliers de messages de personnes de toute la France qui soit témoignent, soit veulent nous rejoindre. Et on a des témoignages très, très différents et qui ne font que nous renforcer dans notre détermination à politiser le cancer pour mobiliser les gens autour de la santé publique. Parce qu'on a des agricultrices, des agriculteurs, on a des riverains, des riveraines, des gens qui habitent en ville, tous les profils, tous les âges. On a des témoignages bouleversants. Il y a une famille en Auvergne, le père est ouvrier agricole, ils ont 2 adolescents, toute la famille a un cancer. Il y a des gens qui nous écrivent, ils ont 50 ans, ils ont un cancer depuis qu'ils ont 30 ans, ils habitent en zone rurale. Ça veut dire quoi, guérir du cancer? Quand vous avez une femme qui a un enfant handicapé et un enfant qui a une leucémie, cette personne, la honte qu'elle porte est tellement puissante. C'est ça aussi, c'est se dire, on finit par être honteux des maladies qu'on porte, en se remettant en cause nos pratiques individuelles, mais sauf qu'en fait, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de ne plus pouvoir échapper à l'empoisonnement. Et c'est ça qu'on est en train de dire au gouvernement, en disant, on ne peut plus protéger les intérêts d'industriels ultra privilégiés. Il est absolument nécessaire de mettre les sujets sur la table parce que là, l'heure est vraiment grave. Et au-delà de la loi du plomb, nous, ce qu'on demande, c'est un moratoire sur les pesticides. Ce qu'on demande, c'est exactement ce que le gouvernement a tout fait pour ne pas nous priver, en fait. C'est un débat démocratique avec les faits scientifiques et les enjeux réels du monde paysan et les attentes des citoyennes et des citoyens et le respect des droits, comme le dit Éléonore Patry dans sa pétition. Et c'est tout à fait juste. Et ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte que la population entière, qu'elle soit, peu importe nos métiers, les agriculteurs, les scientifiques, les journalistes, les citoyennes et les citoyens sont tous inquiets. Et c'est ça, c'est une problématique qui touche tout le monde. Et nous, ce qui nous sidère, c'est de se dire que des ministres ou certains parlementaires peuvent, comme Laurent Duplomb, peuvent parler de cette loi, de l'acétamipride ou d'autres usages de produits phytosanitaires en occultant absolument volontairement les impacts sur la santé publique comme si eux-mêmes allaient être épargnés. Mais c'est quand même sidérant. Et donc voilà, donc on est dans un moment où il va falloir aussi que toutes ces personnes qui s'expriment auprès de Cancer Colère, en fait, voilà, ça fait une force très grande et j'imagine que ça met une pression politique, en effet, de la société civile. Et d'ailleurs, justement, pour la première fois de son histoire, la Ligue contre le cancer s'est positionnée politiquement contre une loi, cette loi du plomb, et elle dénonce une loi qui ouvre la voie à une déréglementation de produits potentiellement cancérogènes. Pierre Sujobert, je l'ai mentionné en introduction, vous avez initié cette tribune dans Le Monde sur le recul que représenterait la loi du plomb sur la santé publique. Est-ce que vous aussi, vous constatez depuis votre poste d'observation ce qu'on appelle de plus en plus une épidémie de cancer en France et le lien avec justement l'agro-industrie et l'utilisation des pesticides? Alors, juste déjà, la Ligue, c'est quand même pas la première fois qu'ils s'avancent sur le terrain politique, sur le prix des médicaments, sur les pesticides. Ils avaient co-signé avec nous une tribune il y a 1 an aussi. Donc c'est une fondation. Je voulais dire frontalement contre une loi, fait. Pas forcément. Mais ils ont quand même une longue histoire d'engagement dans le terrain politique à la Ligue. Mais il y a d'autres fondations, l'ARC par exemple, la Fondation pour la recherche médicale, qui étaient peut-être des fondations plus scientifiques, qui se prononçaient moins d'habitude. Sur l'augmentation des cancers liés aux pesticides,
Alors, il y a une augmentation des cancers en France, comme dans le monde entier. Il y a une augmentation des cancers qui est en partie liée au vieillissement de la population, ça c'est vrai, mais pas seulement. Les cancers de l'enfant augmentent, l'incidence des cancers de l'enfant augmente, hein, c'est de l'ordre de 30% en 30 ans dans les données américaines. En France, on manque un peu de données, mais les données qu'on a en France montrent aussi une augmentation. Les cancers des sujets jeunes augmentent aussi. Et c'est pas que les enfants ou les sujets jeunes sont devenus vieux, en fait. Hein. C'est qu'on vit dans un environnement, probablement, qui contribue au développement de cancer. Il y a sans doute pas que les pesticides qui contribuent à ça. Le cancer, c'est une maladie complexe, dans laquelle il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Mais en tout cas, avec les pesticides, avec certains pesticides, on sait qu'il y a un lien avec le cancer, et dans ce cas-là, il faut absolument lutter contre. Nous, moi je suis médecin et scientifique, je fais de la recherche pour essayer de comprendre comment se forme le cancer, pour essayer de développer des médicaments, je fais du diagnostic des cancers du sang, et en fait, je commence à comprendre que j'ai beau m'agiter dans tous les sens, rien ne fera mieux que d'éviter que les cancers arrivent, en fait. C'est ma fille de 15 ans, quand je lui racontais tout ce qui se passe en ce moment, qui me disait « Oui, en fait, il vaut mieux prévenir que guérir ». En fait, c'est quand même pas très compliqué, et c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi ce truc si simple n'est absolument pas pris en compte par les décideurs politiques sur la loi du plomb et sur toute une série d'atteintes à l'environnement, en fait. Est-ce que je peux prendre juste un exemple ? Oui. Avec le scandale du chlordécone dans les Antilles. Pendant 20 ans, la France, le gouvernement français a fait en sorte que le chlordécone puisse être utilisé par les béquets dans les Antilles, dans les bananeraies. En toute connaissance de cause des conséquences, puisque à peu près en même temps, les États-Unis, qui sont pourtant peu regardants sur les produits phytosanitaires, avaient interdit l'usage du chlordécone. Et maintenant, quand quelqu'un naît aux Antilles, il n'a pas le choix que d'être imprégné au chlordécone. Les Antilles détiennent le record du monde de cancer de la prostate, et les sols sont imprégnés et contaminés pour entre 4 et 10 000 ans. C'est une réalité. Et donc, l'idée, c'est que, c'est terrible, hein, ça montre bien que l'agro-industrie et l'agrochimie a aussi des impératifs et des pratiques coloniales, mais c'est ce qu'on ne veut pas qu'il arrive en métropole, et c'est terrible pour ce qui s'est passé aux Antilles, mais c'est aussi ce qui peut nous guetter. Donc il faut être très très vigilant aujourd'hui. Alors, pour le moment, l'acétamipride n'est pas considéré comme cancérogène. Aucune étude n'a prouvé ça. En revanche, il y a de nombreux effets toxiques à la fois sur les pollinisateurs et sur la santé humaine qui sont avérés par des études scientifiques. Récemment, Jean-Marc Bonmatin, qui est chercheur en toxicologie et en biochimie au CNRS, expliquait à France Info « Je travaille sur les pesticides et je n'ai jamais eu autant de preuves sur les dégâts d'un pesticide qu'avec l'acétamipride ». Pierre Sujobert, est-ce que vous pouvez expliquer justement rapidement quels sont les effets toxiques de l'acétamipride sur la santé humaine ? Donc l'acétamipride, c'est la famille des néonicotinoïdes, c'est des molécules qui interagissent avec les molécules qui transmettent l'information d'un neurone à l'autre au niveau des synapses. Et sans surprise, sans trop de surprise je pense, on observe des effets des néonicotinoïdes sur le développement neuropsychologique des enfants. Il y a une étude qui a montré qu'on trouvait l'acétamipride dans le liquide céphalorachidien. C'est le liquide qui baigne les méninges, le cerveau des humains. Donc dans le liquide céphalorachidien des enfants, on trouve de l'acétamipride. Il y a une étude chinoise qui a montré que plus on trouve d'acétamipride dans les urines des femmes enceintes au premier trimestre, moins le QI de leurs enfants sera élevé à 2 ans ou à 3 ans, je ne sais plus exactement. Donc il y a aussi des analyses qui ont montré qu'il y avait un risque de développer un spectre autistique chez des enfants qui ont été exposés à l'acétamipride in utero. Aussi, et puis il y a aussi toute une série d'effets reprotoxiques. Donc on trouve l'acétamipride dans le sperme. Plus il y a d'acétamipride dans le sperme, moins les spermatozoïdes sont mobiles. Dans les modèles animaux, l'acétamipride a des effets sur le développement des ovaires chez les femelles. Tout ça, c'est des arguments donc il y a des modèles, des données animales, il y a aussi des données chez l'humain, qui sont largement suffisantes pour dire que cette molécule, on ne doit pas exposer la population humaine à cette molécule. Mais c'est pour ça que l'acétamipride a été interdit aussi. C'est quand même une molécule qui a été interdite, et c'était pas sur des bases anodine. Et donc la réintroduire alors cette substance a déjà été interdite, c'est un acte qui raconte quelque chose.
Oui, alors après, c'est justifié par les difficultés de la filière betterave et des noisetiers en France. Et d'une certaine manière, les arguments aussi des défenseurs de cette loi, comme Gabriel Attal, c'est de dire « Ah oui, mais l'acétamipride ne sera réautorisé que sur une toute petite partie du territoire ». Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça n'a pas vraiment de sens de dire que, justement, il n'y a que 1% du territoire qui serait concerné par la réintroduction de l'acétamipride ? Alors, donc je ne suis pas agronome, donc je vais avancer sur des pincettes, mais ce que j'ai entendu dire par des spécialistes, c'est que les parcelles où on épand de l'acétamipride sont relativement petites, et donc 1% du territoire, mais si c'est dispersé sur tout le territoire, ça fait des zones frontières de ces parcelles qui recouvrent énormément de surface dans le territoire français, d'autant plus que l'acétamipride est une molécule qui est hydrosoluble, ça veut dire qu'elle se dilue dans l'eau, et donc elle se répand... on en retrouve dans les eaux de pluie au Japon. Voilà, et donc elle se répand dans un territoire beaucoup plus vaste que uniquement là où elle est épandue. Et même quand c'est des techniques d'enrobage, c'est-à-dire que c'est la plante elle-même qui produit l'acétamipride, on enrobe la graine d'acétamipride, il y a une diffusion de la molécule dans les herbes adventices, dans l'environnement, etc. On les retrouve dans les racines aussi. Donc il y a une persistance très longue dans l'environnement. Et ouais. Alors Pierre-Michel Perrineau, qui est médecin et président de l'association Alerte des médecins sur les pesticides, expliquait sur France Inter le 22 juillet qu'il craignait que la loi du plomb ouvre la boîte de Pandore et permette la réintroduction d'autres pesticides à l'avenir. Au-delà du seul cas de l'acétamipride, la loi ouvre la boîte de Pandore. Donc là, aujourd'hui, avec l'acétamipride, on va peut-être pas concerner des surfaces énormes, mais les impasses vont probablement se répéter dans le temps. Et donc, on va vouloir utiliser des substances chimiques qui sont réputées plus efficaces d'un point de vue simplement efficacité agronomique. Est-ce que c'est votre crainte à tous les deux aussi, ou pour vous, c'est peut-être pas un risque ? Je pense que la boîte de Pandore est en fait ouverte depuis assez longtemps. On le voit avec le glyphosate. Je rappelle que c'était une promesse du président de la République d'interdire le glyphosate et on attend toujours la mise en œuvre de la promesse. Ce sera peut-être pour la fin de ce quinquennat, qui sera écologique ou ne sera pas, je rappelle. En fait, on utilise beaucoup trop de pesticides probablement en France. Ils sont efficaces sans doute pour augmenter dans une certaine mesure les rendements d'une certaine agriculture. Mais même dans cette agriculture intensive, ils arrivent à des limites parce que se développent des résistances à ces molécules. Les effets sur les insectes sont terribles. Il y a 70 ou 80% d'insectes en moins en France qui ont disparu. Et les insectes, ils jouent un rôle essentiel dans l'agriculture pour polliniser les plantes. Et je crois qu'on arrive à un modèle qui arrive à ses limites. Certes, ça a permis temporairement d'augmenter les performances d'une certaine agriculture, mais comme le dopage, par exemple, permet d'augmenter les performances d'un coureur cycliste, est-ce que c'est un modèle pour l'alimentation dans notre société ? Je ne pense pas, vraiment. Moi, ce qui m'inquiète, et ce qui inquiète beaucoup de gens qui nous contactent, c'est il y a cet argument de la souveraineté alimentaire. Dire voilà, on a besoin des pesticides pour la souveraineté alimentaire. Et quand on voit qu'il y a des alternatives qui existent en agroécologie et qui font leurs preuves, on ne comprend pas en fait pourquoi on nous vend les pesticides de cette manière et que quelque part, en sous-texte, on nous explique que va falloir, au titre de la souveraineté alimentaire, accepter le risque grandissant de maladies pour le simple droit de manger et de boire. Et c'est une contrepartie monstrueuse. On n'a pas à accepter ça, en fait. Et c'est ça qui est en train de se produire avec cette pétition, avec aussi toutes les discussions du dimanche. Il y a plein de gens qui me disent, mais en fait, c'est nos discussions de repas de famille. Et c'est une contrepartie monstrueuse et absolument inadmissible à l'heure qu'il est. Et pour ce qui est des autres... des alternatives, justement, ce qui est incroyable, c'est que, voilà, quand on fait le constat, on se dit, nous vendre les pesticides comme le modèle qui nous permet de garantir la souveraineté alimentaire en restant absolument aveugle aux alternatives, c'est parce que les alternatives ne vont pas nourrir les lobbies industriels. Ils ont tout à y perdre, ils ont rien à y gagner et tout à y perdre. Donc c'est là aussi, on est face à un mur d'intérêt des lobbies, et leur soutien en politique. Et c'est face à ce mur qu'on se retrouve aujourd'hui. Et ça va être compliqué, quand même. Même s'il y a un élan de la société civile, il va falloir... On a peu de ressorts démocratiques.
voilà, c'est à voir comment ça se passe, parce que la situation hors de la loi du plomb est déjà grave. Et d'ailleurs, justement, Pierre-Michel Perrineau et Philippe Brancola, ce 22 juillet sur France Inter, rappelaient qu'il y avait de nombreuses études qui démontraient qu'il était tout à fait possible de nourrir la population avec une agriculture biologique. C'est aussi tout le problème dans ces moments-là, c'est qu'il y a beaucoup de fabriques de l'ignorance, de fabriques du doute sur ces questions qui donnent l'impression que tout ça est utopiste en quelque sorte. Justement, selon le journaliste Stéphane Foucard, l'adoption de la loi du plomb constitue un moment inédit de rupture démocratique. C'est ce qu'il explique dans une chronique au Monde. Les faits ont été considérés comme accessoires, la réalité du monde physique soluble dans les intérêts particuliers d'une petite minorité d'exploitants. Aucun débat n'a ainsi été possible, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de l'hémicycle. Qu'est-ce qu'elle raconte justement pour vous, l'adoption de cette loi du plomb, de notre démocratie de façon plus générale, et peut-être aussi du poids qu'occupent les lobbies dans la fabrique de la décision publique? Je pense que Stéphane Foucard a écrit ce texte avant l'élan énorme qu'on a vu sur la pétition. Et du coup, il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Mais peut-être qu'il est aussi en train de naître un mouvement politique important qui va remettre à leur place les lobbies. Moi, ça ne me choque pas que l'industrie agrochimique défende ses points de vue, etc. Il peut y avoir des intérêts capitalistes, industriels, qui vont essayer de promouvoir leur business, mais il faudrait les laisser à leur place. C'est-à-dire au Sénat, à la commission qui a travaillé avant la commission mixte paritaire, quand ils ont travaillé sur l'élaboration de la loi, FITEIS a été reçu, la FNSEA a été reçue, bien sûr des associations de défense de l'environnement aussi ont été reçues, mais le ministre de la Santé n'a pas été reçu, le ministre du Travail n'a pas été reçu, l'INSERM, le CNRS, un médecin, un épidémiologiste, un toxicologue, il y en a eu 0. Donc on voit bien que dans la construction même de la réflexion sur l'élaboration de la loi au Sénat, le Sénat, c'est chez nous, c'est chez nous citoyens. On a je pense volontairement, ça peut pas être un oubli, retiré du champ de vision le domaine de la santé, le domaine du travail, le domaine de la science. Stéphane Foucard a raison de dire que c'est un exemple de déni démocratique. Et heureusement, il y a un refoulé démocratique qui est en train d'arriver très très fort. Et à ce refoulé démocratique, il ne faut pas croire qu'une petite discussion à l'Assemblée, telle que l'a proposée la présidente de l'Assemblée nationale, qui permettra, comme l'a dit M. Duplomb, que chaque groupe représente son point de vue, et puis on ferme l'Assemblée et c'est fini, suffira. Non, quand la majorité a dit qu'il n'était pas question d'abrogation ou de remettre en question la loi, puisque la loi avait été votée. Oui, il n'y a pas d'alternative, on connaît le discours. Mais en fait, quand la marée monte, c'est pas un petit château de sable qui va empêcher la marée de monter. Donc là, c'est la loi du plomb, la vague est très forte, mais elle vient en fait sur une série de reculs environnementaux sur lesquels qui deviennent, je pense, insupportables pour les citoyens français qui ont conscience de ce que c'est le bien commun. Et ça, c'est une source d'espoir quand même. On fonde notre société sur ces valeurs de bien commun, de santé, d'alimentation saine, d'un salaire décent pour les agriculteurs. Je pense que tout le monde est convaincu de ça. Il n'y a pas du tout d'opposition entre les écologistes et les agriculteurs. Ça, c'est ce que essayent de construire certains lobbies. Mais on est prêts tous à se battre pour que les agriculteurs aient un revenu décent, pour leur assurer une commande d'agriculture biologique permanente, pour qu'ils aient des revenus haut niveau, parce qu'ils rendent un service absolument essentiel. Sans eux, on ne mangerait pas. C'est eux qui nous nourrissent. Et ce qui est très cynique, c'est de voir que le sénateur Laurent Duplomb, qui se dit l'ardent défenseur des agriculteurs, se méprise complètement justement la préservation de leur santé. Et quand on voit les décisions qui ont été prises ces derniers mois par le ministère de l'Agriculture, c'est très grave. Déjà, la censure de l'étude Pesterive, qui devait être publiée en 2024, et à la demande du ministère de l'Agriculture qui a été reportée à septembre 2025 pour ne pas perturber le non-débat sur la loi du plomb, c'est très grave. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise ce que c'est que l'étude Pesterive. Vous pouvez le dire en 2 mots, oui. Donc c'est une étude qui a été lancée par l'ANSES et Santé publique France en 2021 sur l'impact de l'usage des pesticides auprès des riveraines et des riverains autour de vignes qui utilisent des pesticides dans 6 régions de France. Visiblement,
Les résultats ne doivent pas être très glorieux, puisque cette étude, le rapport a été censuré et reporté d'1 an. Donc ça, c'est très grave. Il y a eu la mise sous tutelle de l'ANSES au moment même où la loi a été votée. Donc ça veut dire que désormais, l'ANSES va devoir travailler selon un calendrier fourni par le ministère de l'Agriculture. Donc l'indépendance de l'ANSES est complètement remise en question. Oui, ça a été décidé par décret le jour du vote. C'est d'un cynisme pour justement qu'il y ait une influence politique sur le travail de l'ANSES et lui imposer l'ordre de priorité des expertises. Et ça, c'est quand même un scandale démocratique. Le troisième élément, c'est que dans la politique agricole commune, la ministre de l'Agriculture a tranché et a divisé les investissements dans la filière bio par 5,5, c'est-à-dire que ça passe de 5,5% du budget à moins de 1%. Donc, toutes les décisions sont à rebours des enjeux réels pour une alimentation saine et protégée, pour que l'eau soit potable, pour la santé publique, pour la santé des agriculteurs. On ne discute toujours pas du revenu digne des agriculteurs. La Confédération paysanne, qui représente 20%, c'est un syndicat agricole qui représente 20% des agriculteurs, est consterné par et se bat contre la loi du plomb, parce que ces 20% d'adhérents sont complètement vent debout contre cette loi qui sacrifie l'élevage et les cultures françaises à l'industrie et aux multinationales. Donc là, on est dans un moment effectivement très particulier, une nouvelle séquence politique. Il y a un élan de la société civile. Si le mépris continue, parce qu'il y a eu ça aussi, c'est-à-dire que François Bayrou, quand il a présenté le budget 2026, il a quand même demandé aux malades qui sont en affection longue durée de faire un effort. Donc déjà, on a entendu personne du gouvernement depuis le début de l'année réagir sur les chiffres de Santé publique France sur le cancer. On les a pas entendus réagir sur l'empoisonnement au cadmium. Ils ont protégé Nestlé pendant 18 mois sur leurs pratiques illégales. Voilà. Donc il y a un moment donné, les actes du gouvernement parlent bien, sont très clairs. Ils sont en train de protéger les intérêts industriels. Comment faire pour qu'ils puissent recevoir ce message très puissant, ce refus de la société civile de se laisser faire et cette exigence de récupérer nos droits, à savoir une alimentation saine et une eau potable. Et je ne sais pas ce qui va se passer, parce qu'effectivement, démocratiquement, on n'a pas beaucoup de recours. Et c'est quand même un fait, mais de toute façon, la société civile va trouver un moyen de s'exprimer. On ne sait pas d'où ça va venir. Cancer Colère, il participera à son niveau comme d'autres. Nous, il y a des centaines de personnes qui veulent nous rejoindre, qui sont qui ont décidé. On a beaucoup de messages qui nous disent « Je me suis jamais politisée, je n'ai jamais milité ». Mais là, c'est pas une affaire d'opinion. Il s'agit de notre santé, il s'agit de l'avenir, mais dans 5 ans. On parle pas de l'avenir dans 100 ans, c'est dans les années à venir. Et les gens veulent se mobiliser. Il y a même des personnes de 19 ans, de 72 ans qui sont malades et qui nous disent « on veut devenir le nouveau ACT UP ». Donc il y a une envie de transformer cette impuissance que les gens ressentent, ces angoisses aussi, parfois les douleurs liées à des traitements, et la transformer en action politique. Donc je ne sais pas ce qu'il va falloir de plus au gouvernement, et de toute façon l'inquiétude ne va pas disparaître avec les vacances. Quand on est inquiet pour sa propre santé, pour la santé des gens qu'on aime, c'est pas quelque chose qui s'évapore parce qu'on part en vacances. Donc la rentrée, elle va être costaud. Il y a la publication de l'étude Pestirive, enfin. Il va y avoir le fameux débat autour de la loi du plomb à l'Assemblée nationale. Mais d'ici là, on ne sait pas ce qui va se passer avec la pétition, combien de signatures elle va obtenir. Mais en tout cas, l'agenda, je pense que la société civile est lancée et il va falloir continuer à mettre la pression de toutes les manières possibles, et on va sans doute en inventer des manières. Et c'est ça qui est magnifique. Il y a un point, vous mentionnez le budget qui a été annoncé dans la semaine qui a suivi le vote de la loi du plomb. C'est vrai que même si on raisonnait là-dessus sans cœur, de manière purement comptable, le meilleur moyen de maîtriser les dépenses de santé, là encore c'est ma fille qui le dit bien, hein, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Oui. Sans parler des souffrances que c'est de guérir d'un cancer quand on en guérit. Si on veut faire des économies de santé, absolument, le meilleur moyen, c'est vraiment d'agir pour éviter les maladies. Donc éviter les produits cancérigènes qui sont dans l'alimentation, éviter la malbouffe, éviter les pesticides. Enfin, on a des moyens d'agir, éviter le tabagisme, éviter la consommation d'alcool. On sait comment agir pour améliorer l'état de santé de la population. Et ça, c'est des sources de non-dépenses de santé ultérieures qui sont majeures.
en ne parlant que comme un comptable. Mais ça montre bien que ces fameuses économies, c'est la partie immergée de l'iceberg, et qu'en dessous, en fait, c'est la protection de lobbies industriels qui sont très puissants, qui affleurent en sous-texte, en fait. Et là, on est face à ce mur d'intérêts industriels qu'il va falloir... L'idée, c'est pas de se confronter, d'être frontal, c'est comment est-ce qu'on va arriver à mettre suffisamment de pression sur le gouvernement pour qu'il n'ait plus de choix que d'ouvrir le débat qu'il a toujours voulu clore. Et ça va être une tâche assez incroyable à laquelle s'atteler, et j'ai beaucoup d'espoir parce que c'est inédit et que tous les messages qu'on reçoit, nous, dans notre collectif, nous portent complètement. C'est d'une puissance incroyable. Il y a des moments, il y a des témoignages réellement bouleversants, et on sent une énergie à laquelle on s'attendait absolument pas. Une énergie chez des gens qui disent « Enfin, je ne suis plus seule avec ma maladie, avec ma crainte, avec mes angoisses, avec mon impuissance. » Et c'est ça être tous unis aux côtés de la science, aux côtés des agriculteurs, ça fait de nous une force politique et une force citoyenne immense, et je ne sais pas s'ils vont pouvoir y résister. Et en même temps, ce qui est un peu justement paradoxal, c'est que le lundi 21 juillet, le sénateur Laurent Duplon a réagi à cet engouement autour de la pétition en disant « Je ne suis pas sûr que si elle n'avait pas été instrumentalisée par l'extrême gauche et par les écologistes, les Français se seraient saisis de cette pétition de façon spontanée et auraient autant signé. Et quand on diabolise les choses et qu'on fait peur à tout le monde, par définition, on peut avoir ce résultat. » En fait, je trouve que c'est méprisant pour les citoyens qui ont voté cette pétition, ce genre de propos. Je veux bien qu'on voit l'extrême gauche partout, qu'on invente des complots, mais les 22 sociétés savantes médicales qui ont signé cette pétition, habituellement, le corps social des médecins n'est pas un corps social qui est majoritairement à l'extrême gauche du spectre politique, quoi. Quand des scientifiques s'expriment, ils ont peut-être des opinions de gauche, de droite, d'extrême droite, etc. Mais quand des scientifiques s'expriment au nom de la science, ils le font avec des arguments, des données. Tout ce qu'on a dit dans cette pétition est sourcé. Il y a des articles qui sont disponibles, qu'on a analysés, qu'on a lus, sur lesquels on a réfléchi. Donc, vous voulez dire tout ce que dit Éléonore Patry dans tout ce qu'elle cite comme article dans la pétition? C'est dans votre tribune. Dans la tribune qu'on avait faite, pardon. Oui. Oui. Là, j'ai pas expertisé le texte de la pétition, mais ce que je veux dire, c'est que l'information des citoyens, elle a été faite et de bonne qualité. Balayer ça d'un revers de la main, en fait, c'est vraiment jouer la stratégie du doute en disant les gens sont trop idiots pour comprendre la science. Alors qu'au moment où cette pétition en fait arrive dans le débat public, il y a eu des semaines et des semaines de médiatisation, de tribunes sur la loi Duplon. Voilà, et je crois qu'il ne faut pas croire qu'ils s'en sortiront avec cette loi Duplon, avec des propos aussi hors sol et aussi insultants pour le peuple français. Enfin, notre démocratie mérite mieux que ça, quoi. Alors justement, Pierre Sujobert, on l'a dit tout à l'heure, vous avez récemment été auditionné par le Haut-Commissariat au Plan, et vous avez dit lors de cette audition, le problème n'est pas l'ignorance, mais l'inaction politique. Pour vous, comment justement sortir de cette impasse dans laquelle semble être la France sur la question des pesticides et leur impact sur la santé publique? En fait, en France, on a un appareil législatif qui est bien. Il y a la Constitution française, dans laquelle il y a le principe de précaution, par exemple. En Europe, il y a un règlement sur les pesticides qui est bien, ça serait chouette de l'appliquer, parce qu'il oblige, par exemple, les industriels à rendre publiques les études sur rongeurs qu'ils ont fait pour obtenir les autorisations. On n'a pas actuellement... L'étude sur l'acétamipride, sur la neurotoxicité de l'acétamipride, n'est pas publique. Personne ne peut la lire. Donc, on pourrait déjà s'inspirer de notre texte constitutionnel ou des règlements européens, qui ont été ratifiés dans le droit français, bien sûr. Il faut constater que, vous parliez du chlordécone, il y a eu l'amiante, il y a eu les pesticides, il y a eu le Mediator, il y a eu, etc. Les polluants éternels, les PFAS, enfin, on pourrait en faire toute une liste, mais il faut constater la régularité de l'occurrence des scandales sanitaires. Et en fait, ils ne sont scandales que parce qu'ils sont révélés au public et qu'on en parle dans la presse, etc. Mais en fait, cette régularité témoigne d'une incapacité des institutions françaises à empêcher que ces scandales arrivent. De là, il faut qu'on réfléchisse. Soit on garde les mêmes institutions et on dit que le chlordécone, c'était la faute d'un tel qui a mal agi, etc. On met en œuvre toute une démarche pénale.
Dans le cas du chlordécone, on dit que c'est trop tard. Et on accuse des individus d'avoir eu un comportement déviant dans un système par ailleurs normal. Soit si on constate que le système, dans sa normalité, produit des désastres sanitaires, alors il faut qu'on invente des institutions. Par exemple, on pourrait inventer, comme on a inventé le défenseur des droits en parallèle du ministère de la Justice, constatant que le ministre de la Justice ne pouvait pas remplir les fonctions de défenseur des droits, je propose qu'on invente le défenseur de la santé. Ce serait une personne, homme ou femme, qui serait dotée de suffisamment de personnel pour se prononcer dans toutes les décisions publiques en faveur de la santé. Est-ce que cette décision est compatible avec la santé? Un défenseur du climat, un défenseur de la biodiversité. Il y a ces intérêts suprêmes pour le peuple français et puis pour l'humanité en général qui sont actuellement défendus par personne. En témoigne le silence du ministère de la Santé sur la loi du plomb ou les propos pour le moins surprenants du ministre de la Santé qui disait qu'on manquait encore de connaissances scientifiques pour interdire l'acétamipride. Donc, inventer cette institution, ça serait peut-être une façon de constater que on est en échec de prévention des désastres sanitaires, et on va faire mieux. On va essayer de faire comme ça. Je ne sais pas si ça suffira, mais ça pourrait être intéressant. Après, on a peut-être des institutions qui sont peut-être trop anciennes et pas adaptées à un monde qui change si rapidement. Et voilà, il y a peut-être d'autres modalités législatives, démocratiques à inventer pour que la société civile, dans certains cas graves, puisse exprimer un refus quand les législateurs et le gouvernement vont dans un sens qui va à contrario des droits et de manière plus large. Et c'est vrai que là, on est dans un moment où on se rend compte que en tant que citoyenne et citoyen, on peut être un peu limité pour intervenir sur une loi qui est aussi délétère pour nos santé et l'environnement, et qu'on a peu de recours législatifs pour abroger une loi. On est suspendu à la décision du président de la République, qui, a priori, ne prendra peut-être pas cette décision d'abrogation. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'en ce moment, il y a aussi certaines personnes qui commencent à parler de la nécessité de mettre en place un référendum sur la question de la loi du plomb, ou sur la question de l'agriculture ou des pesticides, et donc de récolter les plus de 4 millions de signatures nécessaires pour faire Après, plutôt qu'un référendum, je pense que c'est le modèle de convention citoyenne qui serait peut-être intéressant. Parce que l'agriculture, en fait... ça de tirer au sort des citoyens de les informer en écoutant vraiment toutes les parties prenantes. Comme l'a fait la Convention citoyenne pour le climat. Mais y compris FITEIS, y compris la FNSEA, enfin je n'exclus personne là-dedans. Non, mais le débat, il doit être général. Mais pour nourrir une réflexion sur un domaine qui ne peut pas être restreint à l'agriculture, au monde de l'agriculture, ne peut pas être restreint non plus au monde de la santé, ne peut pas être restreint au monde de l'industrie chimique, et il faut absolument qu'on arrive à donner une direction à notre agriculture et qu'on la fonde sur une décision démocratique, quoi. Toute la question d'une telle assemblée citoyenne, ce serait la portée de ces décisions, puisqu'on a vu que sur la Convention citoyenne pour le climat, il n'y a que environ 20% des propositions qui ont été retenues. Donc c'est toujours le problème des assemblées citoyennes, c'est-à-dire que ça montre le pouvoir de la démocratie délibérative, et que quand on donne une chance aux citoyens et qu'on parie sur leur intelligence, en général, ils proposent des lois et des propositions bien plus ambitieuses que les gouvernements, mais ensuite il faut un gouvernement pour les appliquer et pour accepter de les appliquer, quoi. Tout à fait. Après, ça m'a posé aussi une question parce que quand on politise tout d'un coup le cancer, comme le collectif le fait, nous on va aller tracter devant les hôpitaux, on va aller informer les malades et leurs proches à partir de la rentrée, en région parisienne et dans toute la France. Et ça va les informer sur les mécanismes des pesticides, sur les alternatives en agroécologie, enfin, expliquer un petit peu tout ce que c'est que ça, parce que voilà, il y a besoin d'informations pour se positionner, puisque la colère est grande, mais il y a ce besoin d'information-là. Et on se dit qu'il y a un moment donné où ça va sans doute peser aussi sur la manière dont les gens vont voter. Puisqu'on a vu pour la loi du plomb qu'il y avait quand même une rupture très nette entre les parlementaires d'extrême droite qui ont voté à 100% en soutien à la loi du plomb et le bloc de droite et centrale qui ont voté à très grande majorité en soutien à la loi du plomb. Il y a quand même une rupture d'idéologie politique, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ne prennent pas forcément en compte la santé publique, alors peut-être qu'ils n'étaient pas informés puisqu'il n'y a pas eu de débat. On leur laisse cette porte-là, même si nous, on leur a beaucoup écrit. Mais il y a quand même ce besoin et ça va peut-être impacter le vote
des électeurs et des électrices dans les années à venir. Ça va peut-être faire réfléchir des gens. Et c'est peut-être ça aussi qui va mettre la pression et aux parlementaires et aux formations politiques, c'est de se dire, mais ils ont peut-être trop sous-estimé l'intelligence des gens, les préoccupations et la capacité des personnes à s'informer, à discuter, à se préoccuper. Ça a été vraiment sous-estimé à mon sens, et le mépris du sénateur Duplon quand il explique que les 1 600 000 personnes ont été manipulées, c'est un bel exemple. Mais je pense qu'il y a, voilà, c'est un bon coup de pression, mais sur les prochaines élections, même si ça ne règle pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est ça aussi qui va peser sur la décision de certains personnels politiques. Et qu'en parallèle, il y a une décision qui est grave en ce moment, c'est savoir est-ce qu'on finance cette transition écologique massive ? Est-ce que l'État est prêt à regarder, comme vous le disiez, à prendre en compte toutes les parties, à débattre, à prendre en compte tous les paramètres et à financer cette transition écologique financièrement, en termes d'investissement et en termes techniques auprès des agriculteurs, ou alors on va devenir un pays champion du monde, toute catégorie du cancer, ce qui est un réel problème. Et ça, c'est une problématique que les gens ont entendue aussi. Et ça concerne d'autres maladies. Et c'est ça aussi qui va faire que les citoyennes et les citoyens, là, expliquent bien qu'ils ont une inquiétude très profonde. Et c'est aussi au gouvernement de proposer des solutions. Je veux dire, c'est à nous de se mobiliser, mais on n'est pas à l'abri que des gens qui jusqu'à présent ont soutenu changent d'avis, transforment les choses, et peut-être qu'on peut parler, parce que l'idée c'est de ne pas créer une confrontation totale, c'est de dire, bah voilà, on est tous dans le même bain, et on leur rappelle qu'ils ne sont pas épargnés non plus par toutes ces conséquences, et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, et ça c'est une belle leçon d'intelligence collective, et c'est ce que demande Éléonore Patry avec sa pétition, c'est de l'intelligence collective. Et c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui, et c'est exactement ce que le sénateur Laurent Duplon ne fait pas. Et juste, c'est vrai qu'il y a une polarisation du vote sur la loi Duplon entre la gauche et la droite, clairement, mais il y a aussi des députés du bloc central. On les salue, merci à eux, oui, et c'est du courage. Ils ont un courage notable, ils nous ont répondu quand on les a sollicités, certains, et il y en a qui se sont déjà battus pour la santé publique très fortement, le député Ramos par exemple. Oui. Et donc, Sandrine Lefeur aussi, par exemple. Tout à fait. Et du coup, je veux dire, l'intelligence n'est pas limitée à un camp politique, quoi. Exactement. Voilà, c'est important. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est que dire, voilà, on n'est pas à l'abri que des gens qui se soient prononcés pour la loi Duplon bien sûr. Changent d'avis et se disent, OK, discutons. C'est ça l'idée. C'est le cœur aussi de la pétition d'Éléonore Patry, l'intelligence collective. Et c'est maintenant qu'il faut l'accepter et se dire qu'on est tous capables de discuter. Et même si on n'a pas forcément tous des intérêts communs, mais c'est comme dans une famille, c'est comme dans un groupe d'amis quand on est en vacances, et ben quand il faut décider en groupe, et ben discutons et prenons des décisions en commun. Et là, le message qui est envoyé, la pétition, elle est extrêmement bien rédigée, et ce qu'elle demande est extrêmement pertinent. Et j'espère que c'est aussi sur ces sujets-là d'intelligence collective que le gouvernement et Yael Braun-Pivet et les présidents des assemblées vont réagir. C'est un élément vraiment très important de cette demande, et ce qui, à mon avis, a beaucoup sensibilisé les gens qui ont signé la pétition. Besoin de liens, d'intelligence, de discussion, de débat, et on arrête les ping-pong de chiffres, on met tout sur la table et on discute. Je suis désolée, je me répète. Mais ça, c'est le brouillard de la chimio. Voilà, je suis un peu comme un poisson rouge, je peux répéter les choses 12 fois dans une même heure. Toute dernière question, justement, pour prendre de la hauteur par rapport à toutes les problématiques que pose cette loi Duplon. Qu'est-ce qui vous semble essentiel comme victoire politique à obtenir dans les prochaines années ? Est-ce que, justement, ça peut être d'obtenir qu'il y ait ceux ou cette défenseuses, d'ailleurs, de la santé ? Est-ce que c'est, justement, plus de mesures sur l'agriculture biologique ? Enfin, comment vous voyez les choses ? Alors, il y a le défenseur de la santé, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place et porter collectivement, ça peut être transpartisan. On peut faire des choses dès maintenant, comme appliquer la Constitution française, et ça, c'est le Conseil constitutionnel qui va être chargé de le faire.
On peut aussi développer l'agriculture biologique. Les collectivités locales, publiques, qui, dans leur cantine, pourraient uniquement utiliser des produits issus de l'agriculture biologique, en assurant... qu'on retrouve d'ailleurs des traces de pesticides dans l'essentiel des fruits et légumes. Oui, mais quand c'est cultivé en agriculture biologique, il y en a moins. Je voulais dire conventionnel. Oui, d'accord. Ça permettrait d'assurer un revenu pérenne à la filière biologique et donc d'assurer un revenu décent aux agriculteurs. On a l'exemple des AMAP, par exemple. Il faut s'inspirer de ce qui marche dans la réalité. Je pense qu'il est essentiel de protéger les générations à venir des pesticides. Donc on pourrait très bien faire un panier d'agriculture biologique pour les 1000 premiers jours de vie, de la fécondation jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est une des priorités, je crois, du quinquennat, les 1000 premiers jours de vie. Protégeons les enfants et leur cerveau, car c'est l'intelligence de demain, des effets des pesticides. Vous voulez dire un panier qui serait financé par l'État Ah oui, et qui permettrait aussi du coup de flécher des financements vers des pratiques agricoles qui sont plus saines pour l'environnement en général, et donc petit à petit d'amorcer cette transition écologique. Je pense que ça prendra du temps. On a mis un certain temps à remembrer le territoire français pour permettre l'utilisation de tracteurs, de pesticides, etc. On va prendre un certain temps à redresser le tir vers une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, mais c'est important de prendre la bonne direction dès maintenant. Et par rapport au cancer, il y a eu une victoire récente qui est la création du registre national des cancers. Il faut maintenant que ce registre soit ambitieux, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau diagnostic de cancer, il faut qu'on finance des personnels pour aller mesurer l'exposition des personnes victimes de cancer durant leur vie à des expositions environnementales ou professionnelles, c'est-à-dire où ils ont vécu, de quel moment à quel moment, quel métier ils ont fait, quel type de produits ils ont manipulé pendant leur métier, etc. Et c'est seulement si on se donne l'ambition d'un registre national du cancer avec un tel niveau d'expertise en épidémiologie qu'on arrivera à produire des connaissances scientifiques de très haut niveau qui permettront de prendre des décisions politiques tout à fait fondées sur des faits. Et d'avoir une compréhension plus claire aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les effets cocktails et justement des différentes causes du cancer. Donc il faut de la science, il faut continuer la recherche, ça c'est hyper important. Mais en fait, on a déjà assez de science pour prendre dès maintenant des décisions politiques intéressantes. Il y a une chose qui est sûre, c'est que moi je ne suis pas agricultrice, mais c'est les agriculteurs qui nous nourrissent. Et c'est les agriculteurs qui sont en première ligne dans la nature, dans notre environnement. C'est à eux aussi de dire ce dont ils ont besoin. Certains d'entre eux sont les gardiennes et les gardiens de l'eau. Certains d'entre eux sont ceux qui connaissent les gestes respectueux pour la nature, pour le vivant, pour les animaux. C'est à eux aussi de dire ce dont ils ont besoin. Ils le disent déjà. La Confédération paysanne, par exemple, a plein de propositions très très concrètes de comment il faudrait soutenir les agriculteurs dans l'accès au foncier pour un revenu digne. Mais pour l'instant, toutes les mesures politiques vont en contresens des demandes du monde paysan. Quand vous écoutez les apiculteurs de France, ils sont aussi dans la réparation. C'est le monde paysan. Ils incarnent notre guérison. Si moi, j'incarne les conséquences d'un système qui est parti en vrille, les agriculteurs et les éleveurs qui sont en bio, les apiculteurs, c'est eux qui vont réparer. C'est eux qui vont nous guérir. Donc, on a besoin de les écouter. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais sans eux, on n'y arrivera pas. L'empoisonnement va continuer. On a besoin de les soutenir. Il y a plein d'agriculteurs qui sont enfermés, emprisonnés dans un système dont ils ne savent plus sortir. Leur dépendance aux produits phytosanitaires, des terres qui sont contaminées avec des produits qui n'étaient même pas marqués sur les emballages, dans des mécanismes économiques très complexes où ils ne s'en sortent pas. Moi, je ne suis pas experte sur ce sujet, mais notre guérison est incarnée par ce monde paysan. Et il faut absolument qu'on les écoute, il faut qu'on les soutienne, parce qu'une agriculture, une alimentation bio et abordable, ça ne sera possible que si on les écoute et qu'on les finance massivement. Sinon, la biodiversité va être carbonisée, l'agriculture et l'élevage traditionnel vont être défoncés par les intérêts industriels. C'est ce qui se passe actuellement.
C'est-à-dire que c'est les énormes exploitants qui rachètent toutes les petites terres, les fermes qui ne sont pas reprises. On vit un moment agricole, dont je ne suis pas experte, mais les gens avec qui je discute sont très inquiets. Donc on a besoin absolument de les écouter. Ils incarnent notre guérison, et en écoutant évidemment la science, mais il faut le faire rapidement. Et il faut un débat démocratique qui puisse être accessible à toutes et tous. Il y a aussi la problématique des inégalités sociales, puisqu'il y a les personnes les plus vulnérables sont plus touchées par des maladies que les autres quand vous n'avez pas le choix que de vivre à côté d'usines chimiques ou de champs d'agriculture intensive, que vous ne pouvez pas déménager. Et ben vous êtes les premières victimes, ou que vous êtes dans un métier quand vous êtes fleuriste, ou que vous êtes dans des cultures très toxiques, ou vous travaillez dans des usines. C'est aussi des choses qu'il va falloir prendre en compte. Et puis, quand on est malade, on se précarise. Et ça aussi, il faut en parler. Il faudra en parler parce que ça rend l'idée du traitement et de la guérison plus compliquée. Et si ça touche de plus en plus de monde et qu'il va falloir commencer à payer pour nos traitements, ça va devenir complexe. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir puisque les solutions existent en agroécologie. Il y a des gens incroyables qui savent le faire. Écoutons-les. On a plein de choses à apprendre d'eux. Et écoutons la science. Et on va y arriver, mais pour ça, il faut qu'il y ait des oreilles qui se débouchent. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur Blast. Merci. Merci. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair sur ce qui se joue autour de la loi du plomb, la question des pesticides et de la santé publique. Comme toujours, je vous mets en description des liens pour aller plus loin, vers les études qui ont été mentionnées, des émissions pour mieux comprendre, mais aussi des vidéos que j'ai déjà réalisées sur Blast sur le même sujet. Blast est un média libre et indépendant qui n'existe que grâce à ses soutiens. Alors si vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.